FIMEA, c'est de préserver la santé des citoyens, donc en améliorant leur qualité d'air intérieur et extérieur, de structurer l'industrie de la qualité de l'air en France et à l'export. Donc pour cela, FIMEA mène diverses actions, donc des groupes de travail, des événements, des participations à des salons et puis des actions internationales. Et aujourd'hui, donc, on a l'opportunité d'organiser un bol d'air du Nord qu'on a mis en place depuis 2 ans maintenant. Et la thématique du jour, c'est la qualité de l'air dans les établissements de santé avec un focus sur la maternité et la santé des bébés. Je remercie très chaleureusement donc Claire, Mélie et Sarah qui sont venues aujourd'hui nous présenter ce qu'elles font donc au sein du CHU de Lille et de la PPA. Et je passe tout de suite la parole à Claire. Alors bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien aussi au niveau de la visio. Donc Claire Vienne, je suis ingénieure chargée de mission développement durable au CHU de Lille depuis 1 an. Je viens du groupe ANAC juste avant, donc toujours dans le milieu de la santé. Et je viens vous présenter la qualité de l'air au CHU de Lille. Donc on peut passer peut-être à la diapo suivante. Donc rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le CHU, on est un campus hospitalo-universitaire d'envergure. On est sur une métropole lilloise d'1,2 million d'habitants. On a 350 hectares qui sont dédiés aux soins et à la recherche. Tout ce qui est formation, développement économique également sont disponibles sur le campus. 12 hôpitaux spécialisés, ça fait du monde. 16 000 professionnels, une petite ville en fait de 32 000 habitants, comme la ville de Poissy, avec les usagers sur une journée. Donc, on a beaucoup de monde. Et 35% de surface du CHU qui est constituée d'espaces verts avec 5 zones de fauchage tardif. Je ne vais pas m'attarder sur les autres présentations. On va passer directement au sujet qui nous intéresse, la qualité de l'air. Donc, j'ai fait une rapide synthèse de la réglementation. On suit actuellement au niveau du CHU le guide du CEREMA. C'est vraiment notre guide pour pouvoir mettre en place cette thématique. On essaye de mettre en place aussi le nouveau dispositif réglementaire qui concerne les établissements de santé, qui est sorti il n'y a pas longtemps. On essaye également de suivre la réglementation environnementale RE 2020 qui oriente vers des matériaux moins émissifs et qui promeut la ventilation naturelle. Donc nous, sur le CHU, on a 2 crèches et un jardin d'enfants actuellement concernés par ce nouveau dispositif réglementaire. Donc on est en train d'essayer de le mettre en place sur nos crèches. On était bon au niveau de l'ancien plan d'action. On le remet en place actuellement. On sait qu'à partir de 2025, on va devoir mettre en place ce dispositif au niveau des accueils de long séjour. Donc, on est en train de voir avec nos équipes pour pouvoir tous se mettre en accord parce qu'en fait, la qualité de l'air, c'est un sujet qui est très transversal, qui touche pas forcément le développement durable à 100%. Ça touche aussi les techniques, ça touche aussi pour certaines parties les risques professionnels, mais pas toutes. Donc, on essaye de se mettre et de s'aligner surtout aussi sur les réglementations du PNSE et du PRSE 4 qui est sorti récemment dans la région Hauts-de-France. Donc, c'est, comme je l'avais noté, une vraie réflexion à construire sur ce sujet et une organisation à mettre en place et qu'on est en train de mettre en place. Alors, au niveau de la maternité, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, au niveau du CHU, on a 3 projets emblématiques sur notre maternité Jeanne de Flandre. Donc, le FHU 1000 premiers jours pour la santé, les professionnels d'ailleurs que je remercie de la maternité Jeanne de Flandre qui m'ont aidé à construire cette présentation aujourd'hui. Le label THQSE, donc très haute qualité santé environnementale, développé par Primum Non Nocere qui nous accompagne sur ce sujet, et la chambre éco-conçue. Merci. Donc, les mesures mises en œuvre par le CHU de Lille toujours, hein, forcément, pardon. On essaye de mettre en place des sensibilisations auprès des parents et auprès aussi des professionnels. Donc, j'ai de la petite documentation pour ceux qui sont sur place si vous le souhaitez après. On fait des sensibilisations autour du phtalate, donc tout ce qui est plastifiant, PVC plastifié, les vernis à ongles, les crèmes et les produits cosmétiques aussi. On essaye d'informer les mamans qui sont enceintes sur ces sujets. Les pollutions chimiques dues aux produits lessiviels ou aux produits d'entretien également. On a tout un petit guide en fait qui peut les aider là-dessus, et les matériaux de bricolage, l'ameublement et décoration de la chambre du bébé qui rejettent en fait des produits émissifs dans l'air et qui du coup donne une mauvaise qualité de l'air intérieur parfois.
Donc ça, c'est plus pour ce qui se passe à la maison. On donne également des conseils. Donc, on parle des 2 labels pour les peintures et les vernis, NF Environnement et Écolabel européen. Et on parle aussi du nouvel étiquetage émissions dans l'air intérieur qui indique le niveau d'émission du produit en polluants volatiles dans l'air d'une pièce. Parce que ça, on se rend compte qu'en fait, beaucoup de professionnels et de particuliers ne connaissent pas. Et donc, on peut passer à la suivante, merci. On essaye aussi de sensibiliser, que ce soit nos professionnels dans nos locaux, comme les parents à la maison, sur l'aération de la chambre du bébé, donc 10 minutes, 2 fois par jour minimum. On essaye aussi de sensibiliser nos professionnels au niveau de l'aération. Alors, il y a la bonne aération, comme il peut y avoir la mauvaise, faire attention aux pics de pointe. Le CHU de Lille, on est sur le boulevard Oscar-Lambré. C'est le boulevard le plus pollué de Lille. Voilà. Donc, on essaye de leur dire, vous arrivez au bureau à 9 heures, essayez de l'ouvrir tant qu'il n'y a pas trop de circulation, même à midi. Par contre, évitez les heures de pointe à partir de 17 heures, où là, par contre, la qualité de l'air est vraiment mauvaise à l'extérieur, donc forcément, on rentre à l'intérieur. Donc les peintures, j'en ai parlé. On parle aussi d'éviter les insecticides, les parfums d'intérieur, tout ce qui est bougies, encens au sein de nos services. On parle également, alors je ne l'ai pas mentionné sur le diaporama, mais des plantes. Donc certes, c'est biodiversité, c'est qualité de vie au travail parce que c'est sympa. Il y a certains lieux où on peut malheureusement pas en mettre parce que c'est nocif par rapport à la qualité de l'air intérieur. Plantes en plastique également. Et privilégier l'eau et le savon pour le change du bébé. Voilà. Un focus sur notre projet de chambre éco-conçue. Donc, c'est un projet qu'on a élaboré il y a de ça déjà quelques mois en partenariat avec le Clubster NSL qui nous accompagne sur ce sujet. L'objectif est de développer, lors de notre prochain schéma directeur, qui va construire en fait une extension à Jeanne de Flandre, qui deviendra Jeanne de Flandre demain, de développer une chambre qui sera éco-conçue à l'intérieur ou de réhabiliter une chambre actuellement à Jeanne de Flandre. On a mis certaines contraintes, forcément on a pris les chambres les plus petites, comme ça on est embêté tout de suite. Et donc, sur cette chambre, on va déjà aussi parler de qualité de l'air intérieur tout de suite dans le projet pour pouvoir anticiper. Donc, c'est sur la slide juste après. Je vous passe peut-être les détails de tout le projet, la chambre actuelle. Voilà, on va mettre en place en fait tout ce qui est économie circulaire à l'intérieur. On va faire attention aux peintures niveau qualité de l'air intérieur. On peut aller à la slide suivante. Voilà. Donc, on aimerait développer en fait cette chambre avec des peintures à base d'algues naturelles pour essayer d'avoir des produits les moins émissifs possibles. On va faire attention à la pose sans colle, au confort pour le patient. L'absence de produits chimiques, du coup, pour l'entretien des sols, on est en train de revoir notre plan d'action au niveau du CHU. On le tourne autour de l'éco-conception des soins avec 3 thématiques principales: la réduction de l'empreinte carbone, la santé environnementale et la qualité de vie et les conditions de travail. Et dans ces thématiques, on essaye d'intégrer aussi le projet du bio-nettoyage des sols à la microfibre. Et pourquoi pas, par la suite, le nettoyage du mobilier à la vapeur. C'est des choses qu'on est en train d'étudier. Donc pour cela, en fait, on souhaite mettre en place des solutions de nettoyage sans produits chimiques dans cette chambre en particulier, et la réduction de la consommation d'eau et des produits chimiques, ainsi que la réduction des risques pour les agents d'entretien et les usagers. Voilà. Il me semble que c'était l'une de mes dernières diaporamas. Est-ce que vous avez des questions et des commentaires dans la salle, ou peut-être, je ne sais pas si ça se passe dans le chat? On a une question, effectivement. Alors, on demande ce que c'est le FHU. Alors, vous me posez une colle. La personne qui devait m'accompagner sur ce sujet, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui. Mais du coup, c'est FHU 1000 premiers jours. Alors, j'ai peut-être pas la définition FHU. Ah, merci. Fédération hospitalo-universitaire, on peut souffler. Mais c'est les 1000 premiers jours pour la santé, l'accompagnement en fait des parents pour les premiers jours de les 1000 premiers jours de leurs enfants. Très bien. On a une autre question. Pardon, après je laisserai la parole à Corinne ici. Quid des mesures sur les polluants? Est-ce que vous avez fait des mesures sur les polluants aujourd'hui? Alors, encore une fois, je suis désolée, je vais souvent répondre ça. Je suis pas très technique, moi je suis vraiment en fonction support au-dessus, mais mesures des polluants au niveau du CHU Lille, il y en a. On a toute une équipe santé environnementale qui gère ces thématiques et qui, je pourrais pas rentrer dans le détail, mais font des mesures régulières sur les effluents, les polluants.
La qualité de l'air aussi, d'ailleurs, entre dedans. Très bien, merci. J'ai une question. Alors d'abord, merci beaucoup pour cette présentation et pour Merci. l'engagement que cela témoigne. Moi, j'ai une question sur le nouveau projet Chambre éco-conçue, puis plus largement après sur vos actions. Est-ce que vous avez associé aux réflexions les personnels qui vont être concernés? On parle par exemple de changement des modes d'entretien. Est-ce que vous associez des membres du personnel soignant aussi dans votre réflexion? Et comment c'est perçu, si c'est le cas? Comment est-ce qu'ils perçoivent ces démarches? Alors oui, tout à fait. On a un comité de pilotage en fait qui associe tout type de professionnels, que ce soit des professionnels internes à des directions support comme les techniques par exemple qui sont très concernés ou les chefs de projet immobilier, mais on associe aussi les professionnels de santé et de soins de Gênes de Flandre qui sont les premiers concernés par le sujet. Donc on a ASH, infirmiers, médecins, professeurs qui sont dans nos comités de pilotage, alors suivant les disponibilités de chacun bien sûr. Et donc ces personnes en fait participent à l'entièreté du projet, donnent leur avis aussi notamment sur l'ergonomie de la chambre, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions. La chambre, comme on a mis une contrainte avec une chambre de 14 mètres carrés, c'est très petit. Il y a une salle de bain dans les 14 mètres carrés. Il faut que le médecin puisse se déplacer autour du lit. Il faut que le lit puisse sortir en urgence s'il y a un souci. Il faut que le bébé puisse être changé dans des conditions optimales, avec des lumières optimales également pour les soins. Donc, sans les professionnels de santé, le projet ne pourrait pas aboutir dans tous les cas. Donc oui, ils sont associés. Et vous avez associé les représentants des usagers de l'établissement? J'imagine qu'il y a des RU comme Oui, dans oui, chaque oui. établissement à Lille. Oui, tout à fait. Alors, ils sont au courant du projet. Ils sont également invités au comité de pilotage. Ensuite, voilà, suivant les disponibilités de chacun, les professionnels ne sont pas toujours tous représentés à tous les comités de pilotage. Merci. Merci. C'est une mise en œuvre qui devrait être réalisée dans quel délai? Enfin, quel est le planning? Question piège. Le CHU, c'est une très grosse machine qu'il faut mettre en route, hein, forcément, pour tous les projets. Donc, le projet a commencé à être discuté avant que j'arrive, donc c'était il y a un peu plus d'1 an, il me semble. On est en plein dans l'analyse de cycle de vie en fait du projet. On va la débuter là. Elle était censée débuter un peu plus tôt, mais c'est vrai que comme on a beaucoup de partenaires sur ce sujet, elle débute seulement dans les prochaines semaines en théorie. L'objectif, c'est de la sortir début 2025, si on y arrive. Et puis ensuite, dans Jeanne de Flandre demain, quand ce sera construit. Est-ce qu'on a d'autres questions? Là, ici? Bon, ce sera toujours possible de poser des questions, évidemment, à la fin de la deuxième intervention. Bon, merci beaucoup, Claire. Merci. Et donc, on accueille Sarah et Mélie. Merci. La prise de parole. Donc, rebonjour à tout le monde. Donc, on va vous parler du projet Femmes enceintes, environnement, santé. Et on a fait un petit focus sur justement qualité de l'air intérieur et santé de la femme enceinte et du nourrisson. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'animations sur les diapos, ça risque de pas être super fluide. On va faire comme on peut. Donc, on va présenter rapidement la PPA. Donc, c'est une association nationale, une association pour la prévention de la pollution atmosphérique, qui est créée en 1958, reconnue d'utilité publique, qui repose sur un réseau associatif national transdisciplinaire de bénévoles d'expertise vraiment variées. Il peut y avoir des chercheurs, des scientifiques, des chimistes, des toxicologues et un réseau de salariés dans différentes régions que vous pouvez voir sur la carte. Donc, cette expertise scientifique nous permet de proposer des actions en faveur de la promotion de la santé environnementale au travers de différentes missions, la veille scientifique, la formation et l'accompagnement des professionnels. Donc, on a des newsletters, on a des formats différents d'intervention, des conférences, des webinaires. Et on va ensuite donc former le plus souvent des relais qui vont à leur tour pouvoir intervenir auprès du grand public. Donc, on va diffuser ces connaissances par différents canaux. Moi, je suis responsable du pôle périnatalité, mais on a également un pôle habitat et santé et un pôle qualité de l'air à la PPA. Donc, le projet Femmes enceintes, environnement et santé, son objectif, c'est de réduire l'exposition des femmes enceintes et des jeunes enfants aux polluants environnementaux qu'on va trouver dans l'air intérieur, l'alimentation et les cosmétiques. C'est un projet qui a été créé ici en région en 2011 par la PPA et la Mutualité française, à l'époque Nord-Pas-de-Calais, maintenant Hauts-de-France.
donc qui coporte le projet en région. Et pour atteindre cet objectif, on propose différentes actions, de la formation des professionnels de santé, leur accompagnement dans la mise en place d'actions, la sensibilisation directe des futurs et jeunes parents. Donc la Mutualité française propose chaque mois un live sur la page Facebook du projet FAIT pour les futurs et jeunes parents, de l'info sur Instagram également, et puis des ateliers en présentiel, différents outils dont on reparlera à la fin de la présentation. On intervient également auprès des futurs professionnels de santé, en faculté de médecine avec le professeur Storm. On est intervenu pendant plusieurs années en faculté de pharmacie, dans les écoles de sages-femmes de la région, écoles de puéricultrices, d'auxiliaires de puériculture. C'est un projet qui repose beaucoup sur les partenariats locaux. Donc, on travaille avec le réseau de santé périnatale Auréane, avec les PMI, avec les établissements de santé, avec la FHU 1000 jours pour la santé, avec les ordres de sages-femmes, les URPS, voilà, vraiment de nombreux partenaires. Et c'est un projet qui est régulièrement évalué. Alors, l'exposition aux polluants environnementaux, pour aller un petit peu plus dans le détail, on peut faire apparaître la première animation. Vous pouvez faire apparaître et je vais... Voilà, ça va être plus simple, je pense. Donc, on va avoir des expositions de la femme enceinte et du nourrisson via l'alimentation. Ce sera par exemple les résidus de pesticides dans les fruits et légumes, les métaux lourds dans les poissons, tout ce qui va pouvoir également contaminer les ustensiles de cuisson ou les contenants alimentaires. On peut avoir une exposition évidemment dans l'air intérieur et c'est le sujet de cette demi-journée. Donc tous les solvants qu'on va pouvoir retrouver dans les peintures ou les produits ménagers, les parfums, mais on parle également du monoxyde de carbone, du tabac. On est également exposé via les cosmétiques, avec tous les conservateurs qu'on va pouvoir avoir dans les différents produits. Tout le monde a entendu parler des parabènes, il y a aussi les phtalates, il y a le phénoxyéthanol, il y a d'autres types de polluants, les filtres UV, là encore une fois, les parfums qu'on va pouvoir retrouver à la fois dans tous les produits cosmétiques et dans les parfums en eux-mêmes, voilà, tout type de substances qui vont ajouter une exposition. Et donc, on voit qu'on peut avoir une exposition par ingestion, par inhalation et également par contact cutané. Il y a bien évidemment l'exposition à l'air extérieur. On insiste moins dessus dans le cadre du projet FAIT parce qu'on a moins de moyens d'action à court terme à l'échelle d'une grossesse pour réduire ces expositions-là. Donc, on se concentre vraiment sur les gestes qu'on peut appliquer au quotidien pour avoir une réduction des expositions vraiment rapide pendant la période de la grossesse et de la petite enfance. Donc, c'est important de souligner qu'on est sur une exposition qui est à faible dose. Là, on est vraiment, à part pour le monoxyde de carbone et le tabac, sur des expositions à des traces de polluants, des résidus de pesticides, des toutes petites concentrations, mais de manière chronique, constante, tous les jours, tout au long de la vie, avec des possibles interactions entre ces polluants, ce qu'on appelle l'effet cocktail. Et donc, c'est ça qui va nous préoccuper dans une période de vulnérabilité pour la femme enceinte et le jeune enfant. Diapo suivante. Voilà, donc on a une exposition qui va être particulièrement importante et préoccupante pendant la grossesse, à savoir que les femmes enceintes, par exemple, utilisent plus de produits cosmétiques que les femmes qui ne sont pas enceintes. C'est pas forcément quelque chose qui est connu, mais une exposition supplémentaire pour la prévention des vergetures, par exemple. Elles vont aussi beaucoup faire des travaux de préparation de la chambre du bébé en termes de qualité de l'air. À la période d'une grossesse, l'arrivée d'un enfant, il y a beaucoup de déménagements, beaucoup de travaux, d'achat de nouveaux meubles. Donc, ça va être une période où on s'expose davantage qu'à d'autres moments à ces polluants-là. Et puis, on a encore 70% des femmes qui travaillent pendant une période importante de leur grossesse. Ce chiffre-là, il est en constante augmentation. Donc, on va cumuler tout ça à des expositions professionnelles, sachant que les expositions majoritairement féminines exposent souvent aux solvants. Les métiers de la coiffure, de l'onglerie, de l'entretien des locaux, les professionnels de santé sont des professions qui exposent particulièrement aux polluants. Et la problématique, c'est que la plupart des polluants traversent la barrière placentaire. Ça, c'est quelque chose qui est démontré. L'étude MECO-Expo, notamment menée par le laboratoire Peritox en Picardie, a montré que quand on recherche les pesticides dans le méconium des bébés, donc les premières selles, qui sont le reflet d'une exposition chronique sur les derniers mois, 85% de l'échantillon de méconium analysé était soumis à au moins un pesticide pendant la grossesse. Donc là, ce bébé, il n'a même pas encore mangé, qu'il a déjà eu une exposition aux pesticides. Donc ces données-là, il y en a plusieurs de ce type-là, on les connaît. Et donc l'objectif, ça va être vraiment de créer un environnement favorable pendant la grossesse pour éviter ce type d'exposition. Donc ça, c'était pour la partie prénatale. Pour ce qui va concerner le nourrisson, là aussi, on a une exposition qui est majorée par rapport à un adulte ou un enfant plus grand. Déjà, il est de petite taille, donc il va être plus proche des polluants semi-volatiles qui vont reposer sur le sol. Donc,
plus facilement en contact avec eux. Ces activités de découverte vont aussi le mettre plus en contact puisqu'il va mettre à sa bouche tout un tas de choses, porter beaucoup les mains à la bouche, être vraiment proche du sol quand il va marcher à quatre pattes. Donc là, on va avoir une exposition qui va être majorée et on utilise aussi sur lui des produits cosmétiques de manière plus importante que chez l'adulte, de manière plus fréquente et pendant toute la période d'acquisition de la propreté, avec des spécificités au niveau cutané qui vont l'exposer davantage. Et puis, il est plus vulnérable à ces expositions. Il a une fréquence respiratoire augmentée par rapport à celle de l'adulte, donc forcément il inhale davantage de polluants, une consommation alimentaire qui est également plus importante que l'adulte comparativement au poids. Donc là, encore une fois, on peut retrouver des concentrations en polluants plus importantes chez l'enfant. La même chose pour l'exposition cutanée, puisqu'il y a un rapport surface corporelle-poids qui est augmenté par rapport à l'adulte, 3 fois plus que l'adulte. Et puis, à la naissance, une immaturité hépatique et rénale cette maturité va se faire sur plusieurs mois, mais au début, on a un temps d'élimination des toxiques qui est plus long, donc des imprégnations plus importantes. Et puis, dès qu'on a une croissance rapide, plus de multiplication, division cellulaire, il y a des risques que ce soit perturbé par la présence de polluants dans l'environnement. Donc, ça en fait une période à risque. Comme d'autres, l'adolescence, par exemple, c'est aussi une période à risque par rapport aux polluants pour tous les bouleversements hormonaux et pour la croissance rapide notamment. Donc, la période vraiment des 1000 premiers jours, donc de la fécondation jusqu'aux 2 ans de l'enfant, ça va être ce qu'on appelle une période critique d'exposition, pour toutes les raisons que j'ai données là. C'est une période de grande plasticité. Notre organisme, il est fait pour s'adapter à l'environnement, puisque justement, pendant toute cette période de la grossesse, les différenciations cellulaires, par exemple, se font grâce à des mécanismes épigénétiques qui sont physiologiques. Les cellules sont faites pour se modifier, sont faites pour s'adapter à l'environnement. Le problème, c'est que si on retrouve des polluants et des perturbateurs endocriniens, par exemple, dans cet environnement, eh bien, on va avoir des modifications épigénétiques non physiologiques qui ne sont pas attendues et qui pourront être à l'origine de problématiques de santé et du développement pour le bébé à court ou à plus long terme. Donc, c'est vraiment une période cruciale. Toutes les fonctions métaboliques et physiologiques se mettent en place et donc la perturbation, comme je le disais, par des polluants de l'environnement peut avoir des conséquences. Ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est un concept qui avait déjà été mis dans les années 80 par l'épidémiologiste David Barker qui avait mis en évidence un lien entre des restrictions de croissance avant la naissance et une augmentalité de la mortalité par maladie coronarienne à l'âge adulte. Donc, toutes ces études, elles ont démarré plutôt en lien avec des retards de croissance intra-utéraux ou des faibles poids de naissance, mais ça a été développé par la suite dans d'autres études qui ont mis ce lien justement avec l'exposition de la mère et du jeune enfant à des toxiques et des conséquences plus tard à l'âge adulte, comme les maladies qu'on appelle non transmissibles, l'obésité, l'hypertension, tout ce qui est maladies cardiovasculaires, mais également certains types de cancers, en particulier hormonodépendants. Toutes les problématiques de fertilité qu'on a actuellement sont aussi suspectées d'être en lien avec des expositions précoces aux polluants. Donc, toutes ces données s'intègrent dans un paradigme qu'on appelle la DOAD, l'origine développementale des maladies et de la santé, qui implique que les phases précoces du développement et les toutes premières années de vie vont être des phases critiques pendant lesquelles s'établit une susceptibilité à développer plus tard des maladies chroniques. Donc là, c'est très anxiogène. On a l'impression que voilà, tout est foutu si on a eu des expositions délétères pendant la période précoce. C'est pas le cas. Ça crée une susceptibilité. Si après, on applique des bons comportements, qu'on garde une hygiène de vie correcte, qu'on mange correctement, qu'on fait du sport, qu'on a une gestion du stress adaptée, pas de tabac, on peut tout à fait garder une bonne santé tout au long de sa vie. Mais ça va entamer, entre guillemets, le capital santé de l'enfance, une expression que le professeur Storm de la FH utilise beaucoup aussi. Voilà, on va entamer le capital santé. Donc, on peut tout à fait garder une courbe de bonne santé, mais on démarre avec des moins bonnes conditions que si on avait eu des expositions précoces favorables. Donc, les conséquences de ces expositions peuvent être à court terme sur les issues de la grossesse avec des malformations. Par exemple, on parle de plus en plus souvent des malformations des organes génitaux masculins, les hypospadias, les cryptorchidies, de la prématurité, des modifications des paramètres de naissance. Ce qu'on trouve le plus souvent, c'est des bébés avec des poids de naissance plus faibles. On peut avoir aussi des modifications à moyen terme. Ça va être plutôt l'autisme, les leucémies, notamment associées avec les expositions aux pesticides, ou des troubles respiratoires associés à l'asthme. Et puis les conséquences à plus long terme que j'ai citées tout à l'heure, tout ce qui va être maladie métabolique, cardiovasculaire, troubles de la fertilité ou cancer. Donc tout ça pour dire que les 1000 premiers jours, c'est vraiment une fenêtre de vulnérabilité, mais aussi une fenêtre d'opportunité pour mettre en place des bons comportements qui vont favoriser une bonne santé sur le long terme.
tout ça, ça s'ajoute déjà à ce qu'on connaissait déjà. Par exemple, l'allaitement favorise une bonne santé sur le long terme, l'activité physique aussi, la gestion du stress, la nutrition. Tout ça compte toujours, mais on va essayer d'ajouter en plus les expositions aux toxiques qu'on va essayer de réduire pendant cette période-là. Et donc, Sarah va faire un petit focus sur la partie qualité de l'air intérieur. Alors, ma partie va être encore plus embêtante parce que j'ai énormément d'animation. Du coup, moi, je vais vous parler de la qualité de l'air intérieur, notamment plutôt au domicile des personnes. Donc, ce qu'il faut savoir, il va y avoir un petit rappel avec la présentation de Claire. Du coup, il y a énormément de sources de pollution dans le logement et notamment tout ce qui va être lié aux matériaux de construction et de décoration. Bon, pour la construction, on n'a pas trop la main dessus. Sur la décoration, un peu plus. Ça va être aussi tout ce qui va être mobilier, produits de bricolage, peinture, vernis, qui du coup vont émettre des polluants. Du coup, on peut voir qu'on a plusieurs types de polluants, donc éther de glycol, formaldéhyde, benzène, toluène, phtalate, qui sont émis non pas par une source, mais par plusieurs. Ce ne sont pas que les produits de décoration, d'aménagement qui émettent ces polluants. On les retrouve, comme l'a dit Mélie tout à l'heure, dans d'autres compartiments de la vie, alimentation, cosmétique et air extérieur. Donc là, nous, on va jouer sur l'air intérieur. Du coup, est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? Donc, pourquoi on parle des polluants de l'air intérieur? Parce que ce sont des polluants de type composé organique volatile, donc qui sont très volatiles dans l'air et qui du coup vont nous exposer de manière plus facile à notre organisme. Et on a aussi d'autres polluants comme les phtalates. Donc par exemple, les phtalates c'est ce qui est utilisé pour assouplir en fait le plastique. Donc c'est pour ça qu'on va le retrouver dans tous les compartiments de la vie. Donc les sources, on a les produits de bricolage, donc là pour l'air intérieur, colle, diluant, peinture, décapant, etc. Et aussi tout ce qui va être les produits d'entretien dans lesquels on va retrouver pas mal de polluants. On est exposé donc principalement par l'inhalation, forcément, et on peut également... Oui, tu vois, il y a un problème avec le PowerPoint, je ne sais pas pourquoi. Bon. Et on peut aussi être exposé par voie cutanée, même si ça reste une voie mineure, et également par ingestion. Donc pour la voie cutanée, ça va surtout être si on ne se protège pas, par exemple, quand on va mettre de la peinture ou quand on va poncer quelque chose, si on ne protège pas les yeux, la peau, forcément les projections vont faire qu'on va être exposé par cette voie. Et les impacts suspectés d'une exposition périnatale. Donc ça, Mélie l'a dit, mais ça peut être risque de fausse couche, des malformations fœtales, des diminutions du poids de naissance, des naissances prématurées et bien d'autres joyeusetés. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà des polluants qu'on retrouve dans l'air intérieur qui sont classés donc par le Centre international de recherche sur le cancer, comme cancérogènes avérés pour l'homme, notamment benzène et formaldéhyde, c'est le cas. Donc on peut toujours se poser la question de pourquoi on continue de les retrouver. Mais on sait que ça a des conséquences sur la santé. Donc les conseils qu'on peut donner pour la réalisation de travaux chez soi, ça va être donc de laisser l'entourage réaliser les travaux pendant la grossesse, parce qu'il faut savoir, notamment par exemple pour la peinture, que c'est au moment de l'application qu'on a la plus grosse exposition. Donc vraiment éviter que ce soit la femme enceinte qui fasse les travaux. Ensuite, attendre 3 mois avant d'installer l'enfant dans une chambre refaite, ça permet d'évacuer en quelque sorte la plus grosse partie des polluants. Donc ça va être aussi d'aérer cette pièce régulièrement, plusieurs fois par jour si c'est possible, et bien entendu de garder cette habitude pour la suite. De privilégier les peintures les moins émissives, donc là ça va être notamment via les étiquettes A+. Donc même si on est sur des peintures qui sont étiquetées A+, ça n'empêche pas de bien garder en tête que la femme enceinte ne prend pas le pinceau et que même pour les personnes qui mettent la peinture, de prendre quand même des précautions parce que c'est ce moment-là qui va faire qu'on va être le plus exposé. On évite aussi les produits qui contiennent des pictogrammes de danger et il faut bien lire les phrases de risque. Donc pour les pictogrammes de danger, on en a 2 qui sont plutôt importants. Bon, je pense que la tête de mort, je pense qu'on la connaît à peu près. Hein. Et notamment, c'est le pictogramme CMR qui est moins connu que ce soit par les professionnels de santé, de bâtiment, enfin les professionnels en général ou les particuliers. Celui-là, il est très peu connu. Donc, je ne sais pas si on l'a... Oui, voilà. Il y a un petit décalage, je ne sais pas pourquoi. Donc celui-là, c'est le Picto CMR. Donc vraiment faire attention à ne pas le retrouver sur les produits. Et phrase de risque, lire les précautions d'emploi et ce à quoi on va être exposé en utilisant tel ou tel produit.
Et le conseil à bien retenir, je pense, pour la qualité de l'air, ça va être vraiment l'aération. Donc là, c'est pendant et après les travaux, un geste à garder tout au long de sa vie. Mais vraiment, l'aération, c'est vraiment le geste à garder en tête. Je vais parler du coup du ménage, hein, parce que une chambre sans ménage, ça n'existe pas, en principe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on nettoie la chambre de bébé, on s'expose aussi à divers polluants. Donc, on peut retrouver dans les produits de nettoyage des solvants, des tensioactifs, antibactériens, conservateurs et des parfums. Donc, ça peut être allergisant, mais ça peut être aussi problématique, perturbateurs endocriniens, particules qui peuvent poser problème, cancérigènes. Donc, voilà, il y a vraiment des précautions à prendre quand on utilise des produits d'entretien. Du coup, on a une petite étude qui a été faite donc au Canada. Donc, ils ont recruté des parents dont ils avaient des enfants âgés de 3 à 4 mois, où ils ont donné des questionnaires pour connaître un peu leurs habitudes d'utilisation de produits ménagers. Et ils ont réparti, suite à ces questionnaires, en 3 catégories. Les faibles utilisateurs, les utilisateurs modérés et les forts utilisateurs. Et ils sont revenus plusieurs années après pour voir par rapport à leur usage de produits ménagers, l'apparition de respiration sifflante et d'asthme chez ces enfants exposés à l'âge de 3 à 4 mois, à l'âge de 3 ans. Et ce qui ressort de cette... Donc le cadre rouge, normalement, est là. C'est que les données, elles ont permis de constater que les enfants qui avaient été le plus fréquemment exposés à l'âge de 3 à 4 mois à des produits ménagers avaient aussi un risque plus important d'apparition de risque de respiration sifflante avec ou sans terrain atopique et un asthme qui était beaucoup plus élevé. Donc, on voit bien la corrélation entre l'usage excessif de produits ménagers et l'apparition de pathologies chez ces enfants. Donc, les conseils qu'on peut donner pour un ménage en faveur de la qualité de l'air et de sa santé surtout, c'est d'éviter les sprays parce qu'on va transformer en fait un produit liquide en quelque chose qui est vaporisant, micro-gouttelettes, qui du coup va être forcément plus facilement inhalé et ingéré par la personne. Et donc, en fonction de sa composition, on va s'exposer à des risques plus importants. Donc, on préfère tout ce qui va être plutôt liquide, ce qui se dépose, et un produit multi-usage, là pour éviter justement l'accumulation de plusieurs produits, parce qu'on n'a pas besoin d'une dizaine, d'une quinzaine de produits pour nettoyer chez soi. Le conseil que je donne tout le temps, on ouvre les fenêtres en grand, l'aération, pendant le ménage et même après, ça peut être très intéressant. On nettoie aussi avec un aspirateur ou un chiffon type microfibre, parce que les polluants vont se stocker entre guillemets dans les poussières, et plus on a une accumulation, plus il y a un risque de réenvol de ces poussières et d'une nouvelle exposition. Et enfin, on ne multiplie pas les peluches dans la chambre de bébé. On a le risque acarien connu, hein. On a aussi tout ce qui est poussière et tout ce qui va être aussi problématique de retardateur de flamme, puisque quand on est sur des produits textiles, on va avoir une imprégnation de ces peluches en retardateur de flamme qui peuvent poser problème. Donc, on essaie de limiter ces peluches dans la chambre de l'enfant. Un autre paramètre à prendre en compte, ce sont la température et l'humidité. Donc, l'humidité, bon, je pense qu'on sait tous que ça dégrade le bâti, que ça accentuer l'émission de polluants par les matériaux, je ne suis pas certaine que tout le monde le sache, mais le fait qu'il y ait un fort taux d'humidité et une température élevée, ça va faire, entre guillemets, transpirer les meubles, et donc ils vont émettre plus de polluants qu'ils n'en émettent d'habitude. Et ensuite, on a aussi une prolifération des biocontaminants, donc les moisissures. Ça, c'est, je pense, le risque le plus connu lié à l'humidité. Donc, les sources de l'humidité dans le logement, ça va être les activités des occupants. Prendre sa douche, faire le ménage, cuisiner, faire sécher son linge et toute autre activité où on aurait une partie eau peut apporter de l'humidité dans le logement. Et on a aussi tout ce qui est lié au logement. Donc là, ça va être le bâti en lui-même et évidemment, s'il n'y a pas un entretien, s'il y a une mauvaise pose, on peut avoir des infiltrations, des remontées capillaires, des infiltrations par le côté, des fissures. Tout ça va générer une source d'eau supplémentaire, une source d'humidité dans le logement qui peut générer des moisissures, par exemple. Donc, pour l'humidité et la température, vous avez mon conseil final.
Donc, température entre 18 et 20 degrés, c'est ce qui est le mieux. Pour l'humidité, être entre 40 et 60% de taux d'humidité dans le logement. Donc ça peut se connaître avec un thermohygromètre. Donc, c'est quelque chose de très simple à trouver. Et ça nous permet de savoir où on se situe dans le logement. Et du coup, ce qui permet d'équilibrer tout ça, c'est l'aération, encore une fois. Donc, je répète, s'il y a un conseil à retenir, c'est vraiment l'aération. On va parler un peu des jouets et des textiles parce que c'est aussi ce qu'on peut retrouver dans la chambre de l'enfant. Donc, il faut savoir que les jouets, on peut retrouver des polluants. Donc, les phtalates, notamment, on a beaucoup de jouets en plastique et en plastique souple. Donc, on va forcément retrouver des phtalates. Le formaldéhyde qu'on va retrouver dans les jouets en bois contreplaqué, notamment par rapport au colle, vernis qu'on peut retrouver dedans. Et les fameux retardateurs de flammes bromées qu'on retrouve dans les peluches et dans tout ce qui va être textile, en fait. Donc, pour prendre un exemple, pour les phtalates, on les retrouve beaucoup dans ce qui va être jouet gonflable ou en plastique souple. Et il y a certains phtalates, donc le DEHP, qui lui est classé reprotoxique, qui sont interdits dans tous les jouets, et il y en a d'autres qui sont réglementés dans les jouets qui sont destinés à être mis à la bouche. Donc on a quand même une réglementation. Et pour s'aider à choisir tout ça, passer la suite. Je fais beaucoup de... Donc, on a la norme CE qui atteste de la conformité aux réglementations européennes. Donc, c'est vraiment une priorité de choisir des jouets, enfin des choses qui ont des marquages CE. Et après, on peut aller un peu plus loin avec certains labels, par exemple Ecotex, qui va nous certifier que le tissu utilisé va être, va correspondre à certains critères. Vous avez la norme NF Environnement, là pareil, qui va respecter certains critères. Donc, pas hésiter à aller vers les labels et surtout, je répète, rester sur le marquage CE parce qu'on a tendance aujourd'hui à acheter à l'étranger. Je ne citerai pas de site, mais du coup, ils ne respectent pas forcément ces normes CE, mais on peut les retrouver chez nous. Donc, vraiment, une grosse vigilance là-dessus. Donc, pour les conseils, on peut laisser aérer les jouets avant l'utilisation et les laver quand c'est possible. Donc, éviter de donner tout de suite un jouet qui est bien emballé à un enfant. Le laisser quelques jours s'aérer, ça permet d'évacuer tous les polluants qu'on peut, enfin tous, certains des polluants qu'on peut retrouver. Préférer aussi les matériaux naturels, donc le bois brut, non traité, non verni, sinon on va retrouver forcément les polluants qu'on retrouve dans ces produits, en fibre naturelle. On évite tout ce qui est jouet parfumés, cadeaux publicitaires et jouets connectés. Donc là, pour les ondes électromagnétiques, pour les expositions aux parfums qui vont générer des allergènes, et les cadeaux publicitaires qui parfois ne sont pas destinés à un certain usage et qui ne sont pas destinés à une catégorie de population. On évite aussi les jouets anciens en plastique, donc jaunis, cassés, collants, parce que forcément, il est dégradé, donc on va avoir une exposition plus simple pour l'enfant qui, du coup, on va peut-être avoir plus de particules ou de choses ingérées qui peuvent beaucoup poser problème. Et donc, on peut s'aider en repérant des mentions sans phtalates, sans PVC, sans bisphénol A, qui peuvent aider à trouver des jouets, notamment en plastique, qui peuvent être utilisés, alors, je ne vais pas dire de manière safe, mais un peu moins problématique. Et ensuite, on va parler des vêtements. Donc, on sait qu'on peut retrouver quelques substances chimiques dans les vêtements. Donc, on va être tout ce qui va être lié aux teintures et aux motifs, donc notamment dans les colorants, qui peuvent être allergisants, mais qui peuvent aussi avoir d'autres problématiques. On a aussi les impressions sérigraphiées qui, généralement, sont un peu en plastique. On sent, hein, c'est plastifié. Donc là, on va retrouver phtalate et PVC. Ensuite, on a la fibre, donc le coton qui est souvent traité anti-feu, enfin les fibres, les tissus sont souvent traités anti-flamme, et laine, on a aussi tout ce qui va être traitement insecticide, et au-delà de ça, tout ce qui va être stocké, on aura peut-être des insecticides qui auront été mis pour les entrepôts pour éviter justement une attaque, entre guillemets, de nuisibles. Et on a aussi d'autres traitements, donc les traitements antifongiques, j'étais un peu plus loin que ce qui était mis, et anti-froissage aussi. On a beaucoup maintenant de vêtements qui sont en anti-froissage, et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on va ajouter aux vêtements. Et donc, ce qu'on peut garder comme conseil pour le linge de bébé, c'est de toujours laver les vêtements neufs avant de les porter. Alors là, c'est un conseil qu'on peut garder pour tout le monde. Quel que soit le vêtement, il faut le nettoyer avant de le porter. On privilégie les vêtements simples en fibres naturelles comme le coton bio, si c'est possible.
On recherche certains labels, notamment on a des habits qui sont en contact direct avec la peau, donc body, sous-vêtements, collants. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller vers les Ecotex ou tout ce qui va être bio. Ensuite, c'est de penser aux vêtements d'occasion. Donc là, forcément, c'est moche ce que je vais dire, mais l'occasion, c'est que la première personne qui l'a acheté, c'est elle qui a été exposée. On gagne là-dessus. C'est pas beau, mais c'est la vérité. Et essayer de bannir tout ce qui est sérigraphie et décoration plastifiée pour éviter cette exposition aux phtalates. Et les vêtements techniques, ah oui, tout ce qui va être antibactérien, antitranspirant, facile d'entretien, qui ne se froisse pas, forcément, s'il y a une facilité comme ça, c'est qu'il y a un produit qui a été ajouté à votre vêtement, en sachant que plus on lave, plus ça disparaît. Donc cet avantage, vous le payez cher pour pas grand-chose. Et on évite aussi tout ce qui est tissu imperméabilisé. Bon, j'avoue que dans le Nord, c'est un peu compliqué, mais ils sont souvent traités avec des composés perfluorés, sont souvent avec du PVC, donc on va s'exposer, encore une fois, de manière plus importante avec ce type de vêtements. Et donc voilà, oui, c'est ça. Mes animations que j'ai refaites hier soir, ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, le dernier conseil qu'on peut retenir et que j'ai répété, on peut passer, c'est d'ouvrir les fenêtres en grand pour réguler le taux d'humidité et évacuer les polluants du logement. Et donc, la bonne manière d'aérer, c'est 2 fois par jour minimum. Là, et plus lors d'activités génératrices de polluants, et plutôt tôt le matin et tard le soir, on évite les pics de pollution. Après, on s'adapte aussi à son lieu de vie. Si on habite à côté d'un champ, bon, on va éviter d'aérer pendant l'épandage, ça vaut mieux. Mais voilà, c'est des petites astuces comme ça qui peuvent vous aider. Et donc, l'aération, c'est vraiment la solution, on va dire, entre guillemets, pour limiter son exposition aux polluants de l'air intérieur. Et donc, dans le projet fait, on a différents conseils, donc je ne vous ai pas tout présenté, mais par exemple, on a les 10 principaux conseils donc, qui sont liés à l'air intérieur, à l'alimentation, qui est là, et aux cosmétiques. Donc, je vous laisserai les lire, on vous transmettra le PowerPoint. Et je laisse la parole à Mélie pour la suite. Vous avez d'ailleurs une petite fiche avec les 10 conseils sur les chaises, et puis tout est téléchargeable sur le site internet. Donc, c'est la fiche qui est tout à gauche, avec une face pour la mère, une face pour le bébé. Un livret, notre environnement, notre bébé, sa santé. La particularité de ce livret, c'est qu'il a été écrit grâce à la méthode facile à lire et à comprendre. Donc, c'est un livret qui est accessible à tous, y compris les personnes qui n'ont pas le français pour langue maternelle, qui peuvent avoir un handicap, des difficultés de lecture, de compréhension. Tout est illustré avec des pictogrammes, des smileys. Donc voilà, il a été testé auprès de ce public-là et ça fonctionne bien. Donc il est aussi téléchargeable sur le site internet. Pour les professionnels de santé de la région Hauts-de-France, on peut aussi en envoyer en version papier. Grâce au soutien de l'ARS, Conseil régional, on peut proposer des outils à disposition dans la région. Et ce livret a été décliné en affiche qui peut, elle aussi, être mis à disposition des établissements de santé de la région. Et puis, on a, si on veut aller plus loin, 3 fiches thématiques. Donc là, on vous a mis sur les chaises la fiche air intérieur, chambre de bébé, avec les conseils que Sarah a présentés. Et on a l'équivalent pour l'alimentation et pour les cosmétiques. Là, c'est déjà un petit peu plus détaillé. C'est si on a abordé la thématique avec des collègues ou avec des futurs et jeunes parents, ça a fait une petite synthèse. Donc, on a remis le site internet, la page Facebook aussi pour les futurs et jeunes parents. Et puis, on a également une page Instagram fait pour bébé. Donc sur notre site internet, vous pouvez aussi trouver tout un tas de ressources puisqu'on a des actualités en santé environnementale et surtout une rubrique FAQ qui peut permettre aux professionnels, s'il y a une question de patiente qui les met en difficulté, il y a un petit outil de recherche, vous tapez le mot-clé et ça vous donne en 15-20 lignes l'explication, le conseil à donner, le pourquoi on a une préoccupation par rapport à ça. Donc c'est une rubrique qu'on met à jour régulièrement. Et puis, comme je le disais, les réseaux sociaux, plutôt futurs et jeunes parents, mais c'est beaucoup partagé sur les pages des établissements de santé, par exemple. Donc, n'hésitez pas à relayer. Voilà. Et puis après, je pense que oui, un petit mot sur le déploiement. Donc, c'est un projet, comme je le disais, qui est né en Nord-Pas-de-Calais à l'époque. Et depuis, il s'est dupliqué dans différentes régions avec les partenaires locaux, donc l'Île-de-France, la région Grand Est, PACA, Occitanie, Centre-Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, vous avez la petite carte avec le nombre de professionnels formés depuis le début du projet. Donc, c'est près de 900 ici dans la région Hauts-de-France. Au total, 3300 professionnels qui étaient formés en fin d'année dernière et plus de 7000 qui avaient été sensibilisés. L'objectif de tout ça, c'est qu'il y ait un discours commun, qu'il y ait des messages qui soient cohérents, qu'une patiente ne reçoive pas des messages contradictoires au cours de sa grossesse,
ou après quand elle va aller voir par exemple le pédiatre, la puéricultrice, que vraiment il y ait quelque chose qui soit un discours cohérent et unique autour de ces questions-là. Voilà pour ça. Et puis, on proposera en septembre un cycle de webinaires, coupez la petite pub, avec un peu ce qu'il y a eu là sur contexte air intérieur, mais également un webinaire sur alimentation, un webinaire sur cosmétique, et puis les dates des formations en région pour les professionnels intéressés. Et pour les professionnels des autres régions en visio, n'hésitez pas à aller sur le site internet, il y a un onglet avec toutes les dates sur toutes les régions. Voilà. Merci, et puis on est dispo pour les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très, très intéressant. Si justement les professionnels de santé, enfin les établissements de santé veulent faire appel à vous, comment ça se passe, hein? Alors, dans les régions, on a des financeurs comme ici, avec l'Agence régionale de santé, le Conseil régional, on propose 5 formations par an prises en charge, donc gratuites. Il y a les dates sur le site, ils peuvent s'inscrire. Ça passe par le réseau de périnatalité Auréane. Et pour un établissement qui voudrait vraiment une formation en intra, on peut intervenir sous forme de prestation sur devis pour l'établissement. Donc, il y a nos contacts qui seront diffusés et puis n'hésitez pas à nous contacter. D'accord, merci. Alors, on a plein de questions, je sais, sur le chat, mais déjà en présentiel, est-ce que vous avez des questions? Forcément, donc du coup, je vais voir les... Alors, on nous demande ce que c'est le CIRC. Ah, je pense que tu le sais. C'est le Centre international de recherche sur le cancer. Merci. Quel est le risque lié à la climatisation? Est-ce que vous avez des informations dessus? Souvent, c'est pas assez entretenu. En général, c'est surtout, en tout cas, c'est lié au mauvais entretien. Après, le risque en termes de type de polluant, je pense qu'il y a des experts dans la salle qui doivent mieux savoir que nous. Oui, ce serait davantage dû à un défaut d'entretien, là où on aurait un risque lié à la clim. Après, on vient juste apporter un rafraîchissement de l'air et c'est vraiment sur ce défaut d'entretien au niveau des filtres, un développement de bactéries qui pourrait se propager. Mais c'est, à ma connaissance, c'est surtout celui-là. Merci Laurent. Le produit de nettoyage multi-usage égale moins de composés chimiques. Est-ce bien ce que vous avez dit? Pas forcément. Ça va vraiment dépendre de la composition qu'on a dans le produit. Par exemple, si on prend un produit multi-usage avec Javel, forcément, on va s'exposer aux composants de la Javel. Donc, le mieux, c'est multi-usage qu'on peut faire soi-même. Je n'ai pas la recette en tête, mais c'est lié vinaigre blanc, savon noir, bicarbonate de soude. Donc, on a des petites fiches comme ça, justement, que vous pouvez retrouver sur notre site internet, où on a des recettes de produits multi-usage avec des produits naturels. Le mieux, c'est de partir vers du naturel ou du labellisé. Est-ce qu'avec le temps, ces polluants présents dans les textiles disparaissent-ils après plusieurs lavages? Oui, c'est ça. Plus ça va être lavé, plus il va y avoir une diminution de cette exposition. Je ne sais pas si on a un risque zéro à la fin, mais en tout cas, on diminue drastiquement au fur et à mesure des lavages. Donc, toujours sur les textiles, hein, est-ce qu'il y a d'autres alternatives que le coton bio? Non, c'est ce qui a été dit en fait, c'est d'éviter tout ce qui va être imprimé, traité. Voilà, si on peut pas aller jusqu'au coton bio, déjà un vêtement tout simple en coton, pas trop coloré, plus il y a de colorants, d'images et tout ça, plus ça va être polluant. Donc pour ce qui est body par exemple, qui se voit pas, voilà, le body tout blanc en coton, même s'il n'est pas bio par exemple, ce sera mieux que quelque chose de très coloré avec des choses en relief et tout ça. Après, même maintenant dans les magasins discount très accessible, il y a beaucoup de vêtements pour bébés labellisés en coton bio. Ça devient de plus en plus facile à trouver, pas très cher. Donc, comme disait Sarah, l'occasion, juste qu'il faut penser avec l'occasion, c'est pas par rapport c'est qu'il faut être vigilant quand on va au soleil parce que du coup, les vêtements très lavés et abîmés laissent plus facilement passer le soleil. Donc, bon, là, pas trop une grosse problématique en ce moment, mais s'il y a des personnes du Sud qui nous écoutent, voilà, attention juste à ça parce qu'on perd en protection avec le temps sur les vêtements.
Très bien, merci. C'est vrai que Sarah a donné beaucoup de conseils dans le logement, mais finalement, tous ces conseils sont aussi valables évidemment dans les établissements de santé, et justement, en fait, par rapport à si on se situe dans une maternité, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, est-ce que c'est aussi facile en fait d'aérer? Alors je pense que c'est peut-être plus Claire qui pourrait répondre à cette question, mais est-ce que c'est facile d'aérer en fait quand on est dans des chambres de maternité, quand les bébés viennent de naître? Enfin voilà, je ne sais pas à quel point c'est facile. Alors, pardon, selon moi, oui. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas dans la maternité, mais les fenêtres s'ouvrent quand même de façon sécuritaire, bien évidemment. Mais on peut aérer une chambre, que ce soit en maternité ou en hospitalisation, en ambulatoire, peu importe le service. À part les services vraiment où les personnes sont atteintes de choses un peu méchantes, on va dire, il est très facile d'aérer quand même dans les hôpitaux. Donc, tous les conseils sont valables finalement partout. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Sur le chat non plus? OK. Ben, merci beaucoup à nos 3 intervenantes d'aujourd'hui. Merci. Ah mince, il y avait une dernière question? Une dernière question. À l'échelle française, est-ce qu'on observe le développement de l'éco-conception dans l'hospitalier? Qui peut répondre à cette question? Bon, bah, du coup, je vais prêcher pour ma paroisse au niveau du CHU de Lille. Au niveau éco-conception, en fait, comme je disais, on est en train de remettre en place notre plan d'action pour 2024-2028 et on centre en fait tout notre plan d'action sur l'éco-conception des soins en premier parce que notre métier, ça reste le soin, mais on discute également sur les nouveaux projets du schéma directeur à horizon 2030 à l'éco-conception de tous nos bâtiments également. Donc, c'est des projets qui sont intégrés dans toutes nos directions. Donc, je pense qu'au niveau hospitalier en France, c'est la marche à suivre en tout cas. Merci. Et ben, écoutez, merci beaucoup à tous et puis bonne journée. Merci.